retour dans cette émission pour la deuxième partie. Nous parlons de la situation au Sahel, du rôle que joue la France dans la région. Et Ferdinand, bon, quoi qu'on dise, Joël aussi l'a dit, tu l'as répété, quoi qu'on dise, les Africains eux-mêmes prêtent le flanc à ce rôle-là, ce rôle malsain que joue la France. Oui, c'est vrai que on parle beaucoup de la France. On indexe la France comme responsable de beaucoup de désordres en Afrique, à juste titre d'ailleurs. Mais il faut avoir le courage de situer nos propres responsabilités. C'est là où je voudrais rebondir sur là où Joël a chuté, en disant il faut faire attention. Parce que cette volonté ou bien cet engagement qui consiste à dire que c'est la France qui est responsable de tout, et nous sommes en train d'absoudre la gouvernance de nos pays par nos petits dictateurs. C'est-à-dire que les gens sont maintenant tranquilles dans leur coin. Ils disent non, mais si nous faisons des conneries ici, c'est la France qui est responsable. Plus personne ne parle de Biya, de Sassou Nguesso, de Gnassingbé, de Alpha Condé et de tous ceux qui sont en train de s'accrocher au pouvoir contre la volonté de leur peuple, en disant c'est seulement la France qui est responsable. Vous voyez, le problème du Sahel est très complexe. Et moi, je fais un peu la part des choses. Je dis, on nous dit, il y a des troupes françaises, je ne sais pas, à Barkhane, au Mali et tout. Les gens disent oui, ils sont là, ils sont 5100 militaires, ils ne voient jamais rien, on tue les gens, on fait ci, on fait ça. Le Mali, c'est aussi grand que l'Europe. Le Mali, c'est aussi grand que l'Europe. Les gens ne voient pas les choses en termes de superficie. 5000 personnes, c'est à peine pour une petite ville. 5000 personnes, c'est à peine pour une petite ville. Ils sont 5100 militaires français dans la zone. Donc ils ne couvrent pas seulement le Mali, ils couvrent aussi le Tchad. Vous voyez? Mais les militaires maliens, ils sont environ 40 000. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des coups d'État. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'ils veulent vivre comme les politiciens corrompus. Parce que qu'est-ce qui fait que les militaires s'introduisent aujourd'hui brutalement sur la scène politique? Parce que les militaires, ils voient comment les civils qui ont la gestion de nos pays s'enrichissent. Il suffit d'être un acteur politique. Vous partez de rien et puis vous devenez milliardaire. À partir de ce moment-là, les militaires qui sont au front, ils se disent mais pourquoi nous devons souffrir? Nous avons envie aussi de vivre, d'avoir des grosses voitures, d'avoir de belles maisons. Et donc, si vous faites très bien l'analyse, vous verrez que le Mali a connu un premier coup d'État lorsque Moussa Traoré, je pense, a renversé Modibo Keïta. Et après, il y a eu ce long règne de Moussa Traoré jusqu'en 90. Moussa Traoré a été déposé après les événements au Mali, la conférence nationale et tout ce qui s'est passé. Le Mali a basculé vers un régime démocratique avec Alpha Oumar Konaré. Et Ateki est revenu, présenté comme le militaire démocrate, celui qui a ramené la démocratie dans le pays. Et la fin du règne Ateki a été tellement catastrophique parce que la plupart des militaires maliens, surtout les officiers, ils étaient dans les trafics. Trafic de drogue, trafic de cigarettes, trafic de je ne sais quoi pour avoir de l'argent. On a même fait atterrir dans le désert malien un Boeing bourré de cocaïne. Et donc ces gens-là, c'est à partir de ce moment-là que ces gens-là avaient déjà des contacts avec des islamistes, en fait. Parce qu'il y a une économie criminelle qui s'est développée dans cette zone-là. Et les Sanogo ont profité pour rentrer en jeu en faisant un coup d'État que j'appellerais le coup d'État le plus bête. Et le coup d'État de Sanogo a désorganisé l'armée malienne. Vous vous souvenez de cette guerre qu'il y a eu entre les bérets rouges et les bérets verts avec des gens qui ont été exterminés et dont on n'a jamais fait le procès jusqu'à ce jour. Après, Ibeka est venu. Non, il y a eu Djoukunda Traoré, celui-là même qui a fait appel à Macron et à Hollande lorsque les djihadistes étaient aux portes de Bamako et Macron a dépêché les militaires. Et Djoukunda Traoré. Hollande a dépêché les militaires. Hollande plutôt a dépêché les militaires et Djoukunda Traoré a fait la transition, on a fait les élections et Ibeka est venu. Lorsque Ibeka est venu, au lieu de travailler à consolider les bases d'une nation, comme on l'a dit, les bases d'une république, avec une gestion saine et transparence des deniers publics,
Ibeka a travaillé à asseoir son clan. Hein? Ses enfants, ses amis, et les militaires qui étaient aussi autour de lui, qui faisaient... Mais vous imaginez qu'il y a des rapports qui démontrent que les militaires maliens vendaient des munitions aux djihadistes. Voilà, comment est-ce que dans une république comme ça, vous voulez que, bon, nous ne situons pas les responsabilités de nos États? Est-ce que c'est par exemple la France, hein, qui aussi a ses responsabilités, je le dis, qui demande à nos militaires de vendre des munitions aux djihadistes? C'est ça la complexité du problème. C'est ça le truc très complexe. Et quand vous prenez toute cette bande-là, c'est comme vous prenez le Nigeria. Il n'y a pas très longtemps, on était au Nigeria. J'ai rencontré fortuitement le président Goodluck Jonathan, qui est, comment on l'appelait, le médiateur attitré aujourd'hui de la CEDEAO. Dès que quelque chose arrive, c'est lui qu'on envoie. On lui a posé des questions pour savoir pourquoi un pays aussi puissant comme le Nigeria, avec toute son armée, n'arrive pas à vaincre ou à arriver à bout de Boko Haram. Il dit, mais la première réponse qu'il donne, c'est compliqué cette histoire. Et dans la discussion, vous comprenez que la corruption de l'armée nigériane, la corruption des militaires du Nigeria, les officiers, mais c'est ça qui favorise tout ce qui se passe dans ce pays. C'est ça qui favorise ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire que vous avez des militaires qui sont de connivence avec les djihadistes. Vous avez des leaders religieux au nord du Nigeria qui sont de connivence avec les djihadistes de Boko Haram. Et ces gens-là ont mis en place une économie criminelle qui leur rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Et donc, lorsque les filles ont été enlevées dans cette histoire d'enlèvement massif des filles, et que les Américains ont envoyé des gens, après que Mme Obama ait crié Brick Batawa Gersh, et que les Américains ont envoyé les gens pour venir regarder un peu, ce que les Américains ont découvert les a découragés. Parce que la plupart de certains officiels du Nigeria, les militaires, les leaders religieux, quand je dis les guides religieux, ce n'est pas les terroristes, hein, ils sont de connivence avec ce qu'on présente comme les gens de Boko Haram, et ils se partagent la manne. C'est ça en fait le problème. Donc c'est une économie, c'est une activité criminelle qui se développe autour de ce qu'on nous présente aujourd'hui comme le djihadisme ou le terrorisme. Et vous allez remarquer que depuis un certain temps, il y a de plus en plus d'enlèvements d'élèves nigériens avec demande de rançon. La semaine dernière, il y a eu encore des enlèvements. Donc c'est un truc criminel. Et donc il y a des militaires qui désignent des cibles à leurs amis de Boko Haram, ils enlèvent les gens, ils prennent la rançon et se partagent les sous. Pourquoi dans ce cas-là, nous ne devons pas situer la responsabilité de nos pays africains? Je ne sais pas si vous voyez. Donc quand vous prenez le Sahel, il n'y a pas que les Français. Peut-être que les Français sont visibles. Les Américains sont aussi à Agadez. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Les Américains sont à Agadez. Bientôt les Chinois vont arriver. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas être libre que de changer de maître. Vous savez que le sous-sol du Niger est très riche en pétrole, et c'est les Chinois qui ont fait même passer sur le pétrole du Niger. Et qu'aujourd'hui, on est en train de construire un pipeline de 1982 km depuis Agadem au sud de l'Algérie jusqu'à Sémépodi au Bénin, où on va construire un port profond pour exporter le pétrole du Niger. Et donc le Bénin aura le pipeline sur ce territoire sur 684 km, pendant qu'au Niger, ce serait 1200 km. Et donc le Bénin va prendre des droits de, comment on appelle ça, des droits de transit sur son territoire. Alors, ce pétrole-là, qu'on doit explorer pendant 40 ans, est déjà dans les mains des Chinois. Personne n'en parle. Pendant qu'ils ont la main sur le bauxite en Guinée. Personne n'en parle. Personne ne parle des Chinois. Personne ne parle des Chinois. Les Français sont déjà en difficulté sur le territoire. Trop ou tard, ils ne finiront pas partir lâcher. Quand moi je prends le Togo, peut-être que après l'aspect stratégique, quand vous prenez peut-être le port, même qu'on a saucissonné après, Bolloré est parti, vous prenez je ne sais pas comment on appelle-t-on, la brasserie et tout ça,
vous ne voyez pas vraiment les Français trop au Togo, en termes d'intérêt, chose. Mais vous voyez beaucoup plus les Israéliens, vous voyez beaucoup plus les Chinois aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus les Indiens. On vient de inaugurer la plateforme d'Aditico, mais qui est devant? C'est un Indien, Gupta. Et donc, les gens ne voient pas ça. Parce qu'il y a une fixation sur la France. On ne parle que de la France, mais on ne parle pas des nouveaux maîtres. Qui sont nous? Ceux qui sont autant plus dangereux que la France. Quand les gens vont solliciter la Russie, on a vu que, comment appelle-t-on, Alpha Condé a commencé par brader les ressources à la Russie. Mais ces Russes-là, quand on va finir de renvoyer les Français, quand eux ils vont partir définitivement, c'est maintenant on va commencer par chasser les Chinois, après on va chasser les Russes, après on va chasser les Indiens, après on va chasser les Turcs. Finalement on va sortir de notre état de dépendance quand. Donc les Africains doivent comprendre que si nous voulons être libres, ce n'est pas en changeant de maître qu'on devient libre. Nos aïeux se sont battus pour avoir des pseudo-indépendances. Nous devons nous battre pour avoir une indépendance totale, pas pour nous mettre sous l'emprise d'une autre puissance. Et c'est pour ça que je parle souvent de désert de leadership en Afrique. Si l'Afrique avait des leaders conséquents, tout ce qui se passe aujourd'hui ne devait pas se passer. Je donne un exemple. Le Burkina vient d'être frappé par les terroristes jusqu'à 160 morts. Comment est-ce que des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, ne peuvent pas mutualiser leur armée? Parce qu'ils font face à la même menace. C'est le djihadisme. Au lieu que chacun dans son territoire, dans son enclos, je ne sais pas si vous comprenez, au lieu que chacun dans son enclos colonial dise que nous sommes en train de sécuriser notre territoire, pourquoi le Niger, le Mali, le Burkina ne peuvent pas lever par exemple ces deux armées 50 000 hommes pour investir le territoire des trois frontières où les djihadistes agissent beaucoup plus, de manière à contenir la base arrière de ces terroristes? Parce que les gens qui sont venus frapper du Niger. Dès qu'ils ont frappé, ils sont retournés au Niger. Mais s'ils avaient des forces communes, ils auraient pu, je ne sais pas, contenir l'assaut de ces gens-là. Je ne sais pas si vous voyez. Pourquoi, au niveau de la CEDEAO, où nous avons plus de 300 millions d'habitants dans cet espace-là, nous ne réfléchissons pas à lever au moins une armée de 100 000 ou 200 000 ou 300 000 combattants pour sécuriser l'espace CEDEAO? Quitte à ce que s'il y a des manquements, on demande les appuis aux partenaires. Parce que nous n'avons pas des armes sophistiquées, on n'a pas les aéronefs, on n'a pas les renseignements. Ça, on peut les demander aux Américains, aux Français, aux Chinois, aux Russes. Mais pourquoi nous allons croire que c'est quand la Russie va venir déployer ses troupes dans nos pays que la paix va arriver? Ça, c'est de deux illusions. Parce que plus vous autorisez les installations des puissances, plus les puissances vont vendre les armes, et plus il y aura la guerre, et plus vous aurez des victimes dans vos pays. Parce que si les Russes viennent par exemple dans un pays africain pour déloger la France ne va pas se laisser faire. La France trouvera aussi certains Africains qui vont armer contre les Russes et finalement qui va mourir. C'est les Africains. Donc il faut faire en sorte que nos territoires ne deviennent pas des espaces d'expérimentation de nouvelles armes des puissances. Ni Français, ni Russes, ni je ne sais Chinois, ni Turcs. Il faut que ces gens-là, s'ils doivent traiter avec nous, qu'on traite avec eux, avec, je ne sais pas, je ne dirais pas d'égal égal, mais... Beaucoup plus de réalisme. Beaucoup plus de réalisme. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ça c'est ma conception des choses. Je ne sais pas si elle est la bonne, mais je pense que c'est une analyse qu'il faut faire pour sortir de ce bourbier dans lequel les gens sont en train de nous plonger parce que j'ai lu quelque part sur internet quelqu'un qui a dit mais pourquoi par exemple dans la CEDEAO, et je pense que c'est raisonnable, on ne va pas instaurer une taxe de 2% sur les marchandises pour recorter l'argent lutter contre le terrorisme? C'est normal, c'est réfléchi. Il faut réfléchir, il faut prendre la question dans le cadre de nos espaces régionaux. Je ne sais pas si vous voyez. De nos espaces, je ne sais pas, c'est régional, bon, je ne sais plus, mais je le dis comme ça, dans nos espaces, dans nos ensembles régionaux, plutôt que chaque pays développe sa stratégie dans son enclos. C'est-à-dire que le Togo expérimente des armes lourdes. Tu comprends? À Akaba. Bon, contre qui? Bon, on prend des lunettes, on vient, on voit si les armes lourdes ont été bien tirées. Bon, voilà. Ça, le Togo expérimente ses armes lourdes. Le Burkina aussi expérimente ses armes lourdes. Le Niger expérimente ses armes lourdes. Le Burkina, mais les terroristes là, entre l'expérimentation de ces armes lourdes là, ils arrivent à frapper. Comment ils arrivent à frapper? C'est parce qu'on n'est pas organisé. Donc si on mettait les armes lourdes ensemble, on mettait les moyens ensemble, on mettait les autres ensemble, on met nos généraux ensemble qui ont fait les écoles de guerre.
quel que soit là où chacun a fait son école de guerre, que ce soit en Chine, en Turquie, au Japon, chacun amène son expérience. On met nos généraux ensemble et on définit une stratégie de guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour sécuriser l'espace de la CEDEAO, comme ça on aura plus de résultats. Mais je ne dirais pas le nationalisme, l'égoïsme de nos dirigeants. Parce que derrière cette histoire de lutte contre le djihadisme, il y a les détournements. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les détournements. Il y a des choses que les gens ne veulent pas que les autres sachent. Parce que si vous mettez les forces ensemble, demain quand vous allez commander les armes, comment est-ce que les gars vont faire les surfacturations? Quand vous allez commander les tris, comment ils vont faire les surfacturations? Donc il faut que chaque pays commande. Quitte à ce que nos soldats soient là dans les casernes à jouer du SIPA, à jouer le ludo, pendant qu'on est en train de tuer les gens au front. Donc je pense qu'il y a une réflexion d'ensemble qu'il faut faire en Afrique, pas seulement en faisant une fixation sur la France. La France a ses responsabilités, mais nous avons les nôtres. Nos dirigeants ont leurs responsabilités. Comment se fait-il que par exemple au Burkina, on est venu attaquer un village, on a tué 100 personnes ou 120 personnes, 48 heures après, bien 24 heures après, les gars sont revenus sur le même lieu du crime, sans que l'armée burkinabé ne réagisse. L'armée burkinabé n'a-t-elle pas des aéronefs? Il n'y a pas d'avion? Il n'y a rien? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc il y a un problème de commandement, il y a un problème de réaction immédiate, il y a un problème de... Regarde, quand les Américains perdent un homme là, dans les 24 heures, dans les heures qui suivent là, on fait décoller des avions, on recherche la personne, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Mais pourquoi on peut attaquer une base au Burkina et que dans les 4 heures, les 3 heures qui suivent là, on ne fait pas décoller les hélicoptères pour aller à la traque de ces gens-là? Ce n'est pas normal, au point que les assaillants reviennent sur le même lieu, brûler tout le village. Ce n'est pas la responsabilité de la France, ça. Ce n'est pas la responsabilité de la France. Mais Ferdinand, pour ajouter une couche à ce que tu as dit, si les assaillants reviennent brûler, il faut reconnaître qu'on est également dans une communication psychologique. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait de la surenchère pour montrer que le péril devient de plus en plus grand, devient de plus en plus, ça s'approche de plus en plus de nos portes. On augmente d'abord le nombre de morts, ça y est, c'est pour ces paysans. Parce que ils sont venus attaquer le village, mais ils sont partis avec du bétail. Ouais. Ils sont passés par où? Ouais. C'est facile à tracer. Ouais. Par où ils sont passés? Où est-ce qu'ils ont parqué ces bœufs-là? Ouais. Et avec la petite technologie qu'on a, on ne peut pas détecter. On a vu personne passer, on n'a pas vu des hommes passer avec des bœufs. Et ça ne dit rien à personne, ça veut dire qu'il y a une caution politique, il y a une caution au sommet de l'État. C'est laxisme, quoi. Un peu comme dans le cas togolais où tout ce qu'on dit lutte contre le terrorisme, vous allez voir, les gens vont aller négocier avec des terroristes pour venir terroriser des Togolais pour pouvoir tirer leur manque dans ces 700 milliards qu'on veut voter pour l'armée et pour l'armée nationale. Parce que quand les gens voient comment le mode opératoire se passe ailleurs, quand on est parti dire à l'Élysée que non, on a pris toutes les dispositions contre le terrorisme, etc. Mais ne soyez pas étonnés que les gens fassent du business. Mais nous, c'est pas notre terrain, on ne va pas exposer notre vie pour aller chercher qui fait quoi. Mais quand vous voyez tel que ça se passe ailleurs, quand vous voyez la caution qui est faite aujourd'hui, on laisse des entreprises s'installer. Nous avions parlé dans notre dernière parution de Tiens, par exemple. On dit on a interdit les entreprises de marketing de réseau, de trading out là. Mais c'est le même, ça y est, celui-là qu'on a interdit, il vient faire des remises de dons. Il distribue des véhicules, dire c'est pour soutenir la politique du chef de l'État. Le ministre de l'économie ne dit rien, le chef de l'État lui-même ne dit rien. Alors, sachez que ça y est, ce gangstérisme entre là, ce gangstérisme d'État, ce gangstérisme politique, ça va gagner du terrain tant qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de courage pour les arrêter. Les armes qu'on a tirées, les hommes qu'on a essayé à Kaba, on n'a pas réglé le problème des poules qui est dans la zone. On est allé, quand on tire les armes, c'est pour détruire les champs. On a détruit de l'espace vital. On a pollué l'environnement. Mais ça n'a intéressé personne. C'est-à-dire que ça c'est le business. Mais il faut que je tire mes marrons du feu. Et donc, on a intérêt à demander à Fort Yassi, mais pour lutter contre le terrorisme, cette arme, il faut ceci, il faut cela. Parce que je veux m'enrichir. Et ça, c'est dangereux. C'est en cela, moi, je dis, quand Ferdinand m'a emboîté le pas en disant qu'il faut que nous conceptualisons notre lutte, il faut
la conceptualisation de la lutte, c'est la création de nouveaux citoyens. Parce que comment est-ce qu'on en est arrivé là où on a des hommes entraînés qui sont censés défendre l'État? Ils font du business contre l'État. Ils sont censés défendre les populations. Ils font du business contre les populations. Des braqueurs qui défient, qui vont jusqu'à braquer sur les murs de la présidence, les clôtures de la présidence Lomé 2. Hein? Et bien, il défie un blanc, au vu aussi des hommes entraînés. Mais il faut qu'on crée de nouveaux citoyens. Et ça demande l'émergence d'un grand homme de vision qui a le courage de dire non mais attends, on va pas aller jusque là. Mais, tu sais, quand nous parlons de nos armées africaines là, les gens voient les choses tous les jours sur nos routes, mais ils disent rien. Il suffit de passer au checkpoint des militaires, ils fouillent quoi, rien, ils demandent de l'argent. Bien sûr. Tout le temps. Aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, qui sont les plus heureux? C'est les militaires qui ferment les frontières. Les poches sont tout le temps remplies. Oh oui. Ça dit que l'armée qui est censée être l'institution la plus républicaine est devenue l'institution la plus corrompue. Effectivement. Je ne sais pas si vous voyez. Comment est-ce que la plus corrompue. C'est-à-dire que le moyen royal pour s'enrichir facilement. Vous avez des hommes entraînés qui ont 2, 3, 4 maîtresses. Aujourd'hui, ils les entretiennent. Ils les entretiennent luxueusement. Et donc, non, il est avec tout le luxe. Parce que, puisque le pouvoir politique, il y a quelqu'un qui veut rester éternellement au pouvoir, mais on le cautionne. Et donc, le général, il a ses hommes de main qui, eux, ont des voies de fer, un peu comme la vidéo que nous avons sur Facebook, où des individus, de simples individus, ont des relations bien loupées avec des hommes entraînés. Ils citent allègrement leur nom. Parce que on est dans les bassesses, on est dans les vices, et bon, ça n'intéresse personne, puisque personne n'a le courage de siffler la fin de la récréation. Le capitaine de bord, lui-même, il a 2 sens d'intérêt. Donc tout est permis. Oui, mais nous sommes dans une république de tout est permis. J'ai fait une expérience. J'ai pris un bus de Lomé pour aller à Niamey, en passant par le Bénin, Malanville. On a fouillé nulle part le bus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. À chaque fois que vous arrivez au niveau de la frontière, l'apprenti, vous glissez. Il descend rapidement, et puis il donne 10 000 ou 5 000 au gars qui tient la barre, et puis il soulève la barre, vous passez. Jusqu'à Niamey. Donc, tous les douaniers, tous les militaires, tous les checkpoints qui sont à ces endroits-là, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le bus. Ils ne savent pas s'il y a des armes, s'il y a la drogue, s'il n'y a pas que ce soit des armes. Ce n'est pas que ça. Ils se foutent pas mal. Ils se foutent pas mal de ça. Parce qu'eux, ils sont là. Ils se foutent pas mal que tu trimbales, que tu traverses même des cadavres, même dans ton véhicule. Exactement. Bon, peut-être les passagers vont crier. Bon, maintenant, le soir, ils font les comptes. Ils partagent les sous avec leur patron. Comment pensez-vous que des gens comme ça peuvent aller au front et gagner des djihadistes? Voilà comment l'armée dans nos pays est organisée. Après, c'est facile d'accuser les autres. Franchement, après, c'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser les autres. C'est pour ça que quand les gens font les manifestations dans les rues, ils prennent d'assaut les rues pour dire ah oui, il faut que tel militaire parte, il faut que les gars partent. Après, mais il faut que nos militaires aillent au fond. Ou il faut que les jeunes qui sont dans les rues pour dire les Français, les militaires français dehors, il faut qu'ils aillent comment appelle-t-on? Au fond. Parce que quand la République est en danger, on ouvre les armureries et tout le monde prend les armes pour défendre la République. C'est ça en fait. Il ne suffit pas de faire la guerre sur WhatsApp. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut tirer parfois le côté positif des choses. Il n'y a pas qu'en Afrique. En Afrique, il y a des bases militaires partout. Et il n'y a pas que les Français. Aujourd'hui, à Djibouti, il y a les Chinois, il y a les Français, il y a les Américains, il y a les Russes qui arrivent. Mais il y a les Américains qui sont aujourd'hui en Allemagne pour protéger l'Europe contre les velléités russes. La plus grande base américaine en Europe aujourd'hui, c'est en Allemagne. Et donc, il faut voir le côté positif de ces choses-là. Mais tant que nous n'avons pas bâti des armées, où des gens comprennent qu'une nation, les militaires sont là pour défendre une nation, pas pour faire du business ou s'enrichir, mais vous ne pouvez pas gagner la guerre contre ces gens de personnes. Je ne sais pas si vous voyez. Il arrive des pays où... On n'a plus des armées républicaines. C'est-à-dire qu'il y a une problématique même des armées africaines. Il y a un débat qu'il faut faire autour de l'efficacité des armées africaines. Quand je vous dis que le président Goodluck Jonathan, qui a géré le Nigeria pendant 8 ans ou 9 ans, on lui pose la question Boko Haram, il vous dit que c'est compliqué. Et il rentre dans les détails.
vous voyez la réalité, vous dites que ce n'est pas possible. Parce que la plupart des généraux nigériens sont dans la corruption, dans les réseaux, dans les collusions avec les djihadistes. Ils sont dans l'enlèvement des bétails. Ils sont dans le business du pétrole. Il y a un rapport, le truc qu'on a passé dans les journaux là où notre collègue du Nigeria a fait une enquête sur le pétrole qu'on détourne pour venir vendre sur les côtes du Togo là. Mais c'est les militaires, les généraux nigériens. C'est les généraux du Nigeria qui détournent les bateaux de pétrole, qui viennent vendre ça sur la côte togolaise. Comment voulez-vous que des militaires comme ça aillent faire la guerre? Il y a des gens qui disaient que quand un militaire est riche, il ne fait pas la guerre. Il ne fait pas la guerre. Ou bien, mais celui qui est riche, il est militaire, il regarde son argent. Donc, bien sûr, tous ceux qui sont au Mali là, les jeunes colonels, tout ça là, qui veulent être plus dans les bureaux qu'être au front, ils veulent avoir l'argent parce qu'ils ont vu les civils s'enrichir aussi en faisant la politique. Ils se disent, mais non, mais nous là, on fait quoi? Nous sommes venus chercher notre part. Et donc, ils rabaissent les institutions. Ils foulent au pied les institutions. Et donc, c'est un débat d'ensemble qu'il faut faire. Moi, je ne comprends pas, par exemple, le Togo ne va jamais rentrer en guerre contre le Bénin, par exemple. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle serait la raison. Je ne sais pas si vous voyez. Même avec le Ghana, je ne connais pas. S'il y a le Togo britannique qui est au milieu, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais le Togo n'a aujourd'hui aucune... si le Togo lève une forte armée aujourd'hui... Il n'y a aucune velléité de guerre avec qui que ce soit. Il n'y a aucun danger aujourd'hui qui amène le Togo à lever par exemple 20 000 militaires sur ce territoire, à part peut-être les questions de sécurité nationale, le terrorisme et tout ça. Oui, mais est-ce que ça demande cette mais pour ça, on n'a pas besoin de tant de militaires. Donc, si vous avez les militaires, vous les recrutez, mais quand vous vous retrouvez dans les sommets de la CEDEAO, mais arrivez à poser le vrai débat, plutôt que d'attendre les injonctions de Paris, de Washington et tout ça. Un pays comme le Nigeria peut fournir 100 000 militaires. Le Togo peut fournir 10 000. Avant qu'il pose le débat, il faut d'abord qu'on ait une armée derrière la républicaine. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est dans une petite spirale où c'est les intérêts, tout le monde suit les intérêts. La petite boule qui roule là, qui tourne là. C'est d'abord les intérêts, on le suit là où la boule va, mais c'est vers là qu'on va. Il y a pas ça, c'est pas la boule, c'est pas notre État. C'est pas cette fierté nationale, cet orgueil patriotique là qu'on a connu chez d'autres. Un peu comme je félicite un peu aujourd'hui le président égyptien qui, étant conscient que l'armée est devenue pourrie par le business parce que c'est eux qui ont changé le pays depuis là, mais le gars dit après tout, l'identité de l'Égypte, l'orgueil de l'Égypte c'est où? Et quand il a pris le pouvoir, au moins aujourd'hui, l'Égypte revient tant économiquement que politiquement dans le giron dans le giron national, pendant que l'autre là, Moubarak au soir de sa vie, il ne gérait plus rien. Ça veut dire que ce sont ses frères, ses petits, ses cousins généraux, etc., qui géraient avec l'appui des hommes attrayés. Donc c'est devenu carrément un clan qui se partageait les richesses. Ils faisaient la course aux milliards, parce que vous savez que les Égyptiens sont les premiers milliardaires sur le continent, ils étaient dans le business. Mais au moins, lui, Al-Sisi, arrivé, il a réussi à niveler quand même tout le monde, à couper les portes d'enrichissement pour ouvrir le chantier du canal de Suez qui était là depuis. Et que personne ne voulait parce que bon, ça ne profitait vraiment pas directement à quelqu'un. Bon, il a réussi à l'ouvrir. Si on a des gens de poigne, de vision, enfin de ces gens de généraux là, pas des généraux comme les Sonogo qui sont pas des généraux de Pérez. Juste des grands. Voilà. Si on a de ces hommes un peu de la trempe comme les Rollis, qui le Ghana était presque dans la même spirale. Les militaires faisaient plus du business que de s'occuper de la nation. Il est venu tout arrêter. Si on peut avoir de ces chances-là, mais tant mieux. Et je voudrais croire que Koïta ne va pas s'inscrire dans ce que dans ce que Ferrandina dit que bon. Oui, ces fréquentations sont déjà suspectes. Sont déjà suspectes. Et bon, heureusement, tous ces collaborateurs, tant les généraux français le trouvent, le qualifient de quelqu'un de sérieux, d'appliqué, de discipliné, mais on voudrait croire que c'est pas c'est pas la peau de l'âne, de l'agneau qu'il a mis, cachant sa nature de loup. Voilà. Alors, si on ne fait pas attention, si les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger sautent, c'est la digue vers la côte. Oh, c'est la digue. C'est déjà c'est la côte qui est plus juteuse. Oui, parce que déjà, il
ils donnent des coups de boutoir déjà à la Côte d'Ivoire. Il y a des attaques sporadiques de temps en temps à des postes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils avancent. Pendant que le Bénin qui refuse de s'associer à la lutte contre le terrorisme, on lui envoie des expéditions, entre autres, de temps à autre. Voilà. Et donc, je pense que les enjeux vont au-delà de cette zone-là. Je suis convaincu qu'elle va connaître une situation conflictuelle le plus longtemps possible. Quand on vous dit par exemple que la Chine va exploiter le pétrole du Niger pendant 40 ans, vous imaginez que les autres vont se taire comme ça? Mais vous apprendrez le matin qu'on a dynamité des pipelines à gauche et à droite sur le territoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, et c'est ce qu'on appelle vision, parce que la Chine s'entend. Oui. L'appétit de sachant que leur appétit va venir, puisque la Chine est également en Guinée, où ils ont un chemin de fer de près de 300 km, où ils exploitent le bauxite. Oui. Bon, ils laissent quelque chose d'intéressant sur la route, mais l'essentiel est exporté. Donc la Chine s'entend qu'ils vont venir, elle commence déjà par les menacer, en faisant des essais militaires dans la mer de Chine, en envoyant des satellites dans l'espace, pour leur dire, si jamais vous voulez nous déranger en Afrique, on sera au rendez-vous. Parce que là, l'Africain est là. Oui, parce que là, si on est là, on ne fait rien. Parce que nous, on ne fait rien. Quand je dis il y a un désert de vision. Par exemple, quand vous faites le débat, à part l'Afrique du Sud, l'Égypte, que vient de citer l'Algérie et puis peut-être un peu le Nigeria, c'est à quoi ressemble aujourd'hui, par exemple, l'industrie de l'armement en Afrique? Ça n'existe pas. Nos grands-parents qui étaient dans les villages, qui faisaient les fusils là, avec les forgerons là, on est venu ramasser toutes ces armes, soit disant que armes légères. Armes légères. On a ramassé tout ça. Parce que les dictateurs voulaient se protéger et ils sont allés ramasser ces armes là. Alors que c'est des productions qu'il fallait encourager parce que le blanc commençait pas à fabriquer l'arme comme ça avant de le perfectionner. Donc il y avait des gens dans les villages qui faisaient les armes. On est allé ramasser tout ça, soit disant qu'il faut ramasser les armes légères. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, aujourd'hui, il y a une génération de jeunes plus intelligents qui font des drones. Combien d'États africains, par exemple, investissent de l'argent pour que les jeunes puissent faire des drones militaires pour faire du renseignement, par exemple, pour couvrir des espaces. Ça, c'est rien. Rien du tout. Les jeunes font des drones. Ça, c'est rien. En un an, il y a des jeunes qui font des drones. Des drones? Oui. Il y a des jeunes au Cameroun qui font des drones. Par exemple, ces jeunes-là, l'industrie militaire les récupère. On leur donne des moyens et ils font des drones équipés de moyens pour faire le renseignement. Ils ne veulent pas faire. Parce que bon, voilà, ils ne veulent pas que des gens aient de l'expertise, peut-être un jour pour le retourner contre le pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont allés dans les villages, retirer les fusils, les tchakavoum chez les villageois. Comme ça, si on veut venir caser les gens, les villageois ne peuvent pas sortir ces fusils-là et tirer. Mais vous savez qu'au Niger, au Bénin, et au Burkina, les gens ont ces armes-là. C'est ce que les gens utilisaient récemment. Oui, les chasseurs d'oiseaux. On a ramassé tout ça. C'est clair. On a ramassé tout. On a ramassé. On a ramassé tout ça. Et donc, on ne peut pas, juste pour la conservation du pouvoir, tuer l'intelligence de tout un peuple et être aujourd'hui à la merci des bandits qui sont les terroristes et puis on dit qu'on n'a pas les moyens de les affronter. Oui, mais pendant qu'on y est, on était là, quand ça n'a dérangé personne qu'on interdise le séminaire sur l'intelligence artificielle que Anéro devait abriter. Je dis, on est dans le nivellement. C'est-à-dire que dans l'enlisement, dans l'enfoncement carrément de tout ce qui peut être lumière, mais on annule. Mais pendant qu'on parle de la prolifération des armes légères, est-ce que quelqu'un fait plus de prolifération que ce que nous voyons? Il y a une meilleure prolifération que ce que nous voyons à nos carrefours, où des armes de guerre sont pointées contre qui? Contre le vent. Ça veut dire que l'enfant, le jeune Togolais, il ne voit que ça à la télé. Mais il sort, il voit l'arme, quelque chose de terrible, il le voit au checkpoint, au carrefour comme ça, des mitraillettes, etc. Mais contre qui? Ça veut dire qu'on a une vision assez minimaliste, assez congrue, où il n'y a pas de volonté d'élévation. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut banaliser quelque chose qui est précieux, quelque chose qu'on ne sort qu'en état vraiment de grande menace, juste pour conserver le pouvoir. Et puis vous savez, pendant ce temps, on parle de prolifération des armes légères. Pendant qu'on prolifère les armes lourdes. Vous savez très bien qu'à l'époque là, nos frères, nos oncles qui tenaient les armes traditionnelles dans les villages étaient tellement disciplinés avec ces armes, ils ne faisaient pas n'importe quoi avec ces armes. Oui, mais justement, le forgeron. Et ces armes servaient en fait
à aller à la chasse, ou soit s'il y a un danger, arriver vers le village, à éloigner le danger. Par exemple, s'il y a un troupeau de buffles qui veulent attaquer le village, les éléphants, on tire pour les éloigner. Mais parce que des gens sont restés quelque part pour réfléchir à comment comprimer les populations, à comment les dominer, ils ont inventé un concept, il faut récupérer les armes légères. Et on a tué cette intelligence-là dans tous les villages. Je ne sais pas, mais c'est au Togo qu'il y a toujours des choses comme ça. On dit oui, qu'on a encerclé toute une localité, on a récupéré des machettes, des bilans, tout ça. Et puis bon, voilà que c'est pour les questions de sécurité. Pendant qu'il y a des kalachnikovs, qu'on utilise pour braquer des gens. Vous voyez, donc après... En plein le dire, ça veut dire qu'on utilise les kalachnikovs sur l'axe qu'on a tout sécurisé, où le chef de l'État passe. Oui, après, c'est étonnant de dire que nous sommes en Bretagne, que les Blancs nous dominent. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le forgeron qui est dans le village, qui a fabriqué l'arme là, il fallait l'aider à en fabriquer de plus performants. Et c'est comme ça que les Blancs, de fil en aiguille, ont créé leur industrie de l'armement. Mais nous, on préfère aller acheter des armes en Russie, en Turquie, je ne sais où. Et parce qu'il faut surfacturer. Il faut faire des surfacturations, il faut faire des trucs, il faut donner les marchés à des copains, des copines. Et après, on a même des choses qui sont obsolètes. Et quand les bandits arrivent ici avec les kalachnikovs, nos armes même ne travaillent pas et les gens détaillent. C'est tout ça là qui gangrène l'Afrique. C'est-à-dire, la différence entre les armées en Occident et les armées en Afrique, c'est la corruption. C'est la corruption. Et c'est l'affaissement même de l'État. L'État n'existe pas. Les gens, on les attribue d'État, mais la nation et l'État même n'existent pas. Du coup, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas vous organiser pour défendre la République. Je ne sais pas si on prend un exemple comme le Togo, où les gouvernants souffrent d'une légitimité criarde dans le pays. S'il y a un danger demain, est-ce que vous pensez que les populations vont être un bouclier? Aucunement. Est-ce que les gens, dans un réflexe naturel, vont dire c'est notre pays qui est en danger, on va sauver le pays? Aucunement. Les gens vont dire mais il est du Mais c'est comme ça que les gens vont réagir. Ça veut dire que le déficit de légitimité a des conséquences graves sur même la sécurité du pays. Oui, mais c'est ce que j'avais dit tantôt. Ouais. Ça veut dire que quand ta légitimité a des problèmes, tu es entouré de véreux qui te disent bon, reste là. Parce qu'eux, ils font du business derrière toi. On te dit bon, lutte contre le terrorisme, d'accord. Mais on a besoin de telle arme, etc. Et puis, à un moment donné, quand je deviens puissamment riche, qu'est-ce que je cherche? Dans la pyramide de Maslow. Oui, c'est. J'arrive au sommet, ça y est, je cherche l'affirmation. Je m'affirme, je cherche à te dégager. Parce que j'ai tout eu. J'ai tout eu. Mais qu'est-ce que je veux chercher maintenant? Je cherche le fauteuil du chef. Parce que. Et c'est ce que le dirigeant africain veut l'empêcher. Oui, mais est-ce qu'il l'empêche vraiment? Parce que comme nous le disons, quand tu entretiens des corrompus autour de toi, les gens s'enrichissent de façon illimitée, non limite. C'est-à-dire qu'ils s'enrichissent à des vitesses, de TGV. Mais à un moment donné, mais ils réfléchissent, ils disent bah, ok d'accord, mais lui on ne va pas rester là suffisamment le servir, je l'ai servi, je suis suffisamment riche, donc on le dégage. Ça devient un sac de feu. Tu te mets dans un sac de feu et bon, la population ne sera là que, comme le président l'a dit, nous sera là que pour applaudir. Ça va. Merci messieurs, nous allons observer une petite pause et nous revenons pour la dernière partie. Merci.